Ceci est la France. C'est l'une des économies avancées les plus anciennes au monde. En tant que l'un des pays fondateurs des communautés européennes, prédécesseurs de l'Union européenne, elle exerce une influence significative sur des domaines comme la sécurité et la défense, la gouvernance économique et monétaire et la politique étrangère. Cependant, en 2023, la France était l'un des États les plus problématiques d'Europe. Le pays a connu de vastes manifestations et une colère généralisée contre son président Emmanuel Macron lorsqu'il a dévoilé un ensemble de réformes des retraites. Une attention accrue sur la nation a également mis en lumière des problèmes structurels profonds qui semblent annoncer le déclin de la France en tant que superpuissance économique au cours des 20 prochaines années. Actuellement, elle est la 7e économie mondiale et la 3e en Europe. Mais la France commencera à glisser dans les classements à mesure que le pouvoir s'éloignera de l'Europe. Ce rapport de Goldman Sachs place la France au 9e rang en 2050 et au 15e en 2075. Plus importante encore, ce déclin est bien plus important que celui des économies européennes comparables comme l'Allemagne et le Royaume-Uni. Faire des prédictions aussi lointaines est évidemment spéculatif, car cela repose sur de nombreux facteurs qui varieront inévitablement. Cependant, même en regardant les 7 prochaines années jusqu'en 2030, la France semble devoir maintenir un déficit budgétaire élevé qui devrait augmenter considérablement sa dette publique et faire face à une crise démographique potentielle similaire à celle de l'Italie ou de l'Espagne, notamment avec la tendance croissante des diplômés universitaires à quitter le pays pour travailler à l'étranger. Cela, associé à une faible mobilité sociale et à des opportunités d'emploi limitées pour les groupes minoritaires, commencera à poser des problèmes. Comme de nombreuses nations en Europe, la position économique actuelle de la France est profondément enracinée dans le passé, en particulier la période qui a suivi la Seconde Guerre mondiale. Après avoir été occupée par l'Allemagne et être devenue un champ de bataille pour les Alliés, l'économie et la population de la France étaient en ruine. L'économiste Milton Friedman a un jour déclaré « Le meilleur moyen de croître rapidement est que le pays soit bombardé ». Bien qu'il soit difficile d'imaginer un pays prospérer après une telle tragédie, la France l'a fait. L'économie française s'est rapidement redressée après la Seconde Guerre mondiale, atteignant son apogée pendant une période prospère appelée les 30 Glorieuses. Cette prospérité reposait sur une forme de capitalisme d'État d'après-guerre, qui s'appuyait fortement sur l'intervention de l'État dans l'économie, connue sous le nom de dirigisme. Dans la phase initiale, de 1945 à 1968, l'État a orienté les ressources loin du marché du travail et de la consommation, favorisant l'investissement industriel. Mais plus tard, entre 1968 et 1983, il y a eu un glissement progressif vers le soutien du marché du travail et de la consommation, tout en réduisant l'accent sur l'investissement industriel. Cependant, en 1983, la France a changé de cap, passant d'une approche interventionniste à une économie plus orientée vers le marché. Ce virage a remplacé l'intervention dirigée par l'État par des réglementations imposées par l'Union européenne. Ce nouveau système économique mettait l'accent sur la libéralisation économique, tout en conservant des politiques sociales et de marché du travail. Bien que ce système ait été initialement bénéfique pour les citoyens, il est devenu de plus en plus évident que ces avantages initiaux freinaient la croissance économique, nécessitant un changement. L'administration de Jacques Chirac en 2002 a été confrontée au défi de réformer ce système pour relancer la prospérité dans la société française. Mais depuis 2002, l'économie française stagne. Cela est en partie dû à ce graphique ici, le taux de chômage en France, qui montre les travailleurs actifs incapables de trouver un emploi. Actuellement, il est d'environ 7,8%. Bien que ce soit une grande amélioration par rapport à il y a 10 ou 30 ans, il reste obstinément supérieur à la moyenne européenne, et cela depuis un certain temps. De nombreuses prévisions suggèrent que le taux actuel, un plus bas depuis 15 ans, a atteint son plancher, notamment car de nombreuses entreprises industrielles et de services ont réduit leur taux d'embauche, rendant une baisse continue improbable en raison des problèmes sous-jacents. Malgré une augmentation de la main-d'œuvre au fil du temps, les déséquilibres structurels du marché du travail français, remontant aux années 1970, signifient que l'emploi n'a pas augmenté en conséquence.
La France se classe dans le tiers inférieur des pays de l'OCDE sur les 3 indicateurs de la quantité d'emploi, avec un taux d'emploi bien en dessous de la moyenne de l'OCDE. Les taux de chômage et d'inactivité sont structurellement élevés, en raison d'une part importante de travailleurs peu qualifiés ayant de faibles perspectives d'emploi, aggravées par de grands écarts d'emploi entre les jeunes et les personnes âgées, ainsi que les non-natifs. Cet écart est beaucoup plus important que la moyenne de l'OCDE. Le système éducatif français ajoute à la complexité du paysage du chômage. La demande croissante de qualifications supérieures au niveau licence pour l'emploi laisse de nombreuses personnes surqualifiées en difficulté pour trouver des postes adaptés. Le chômage des jeunes est actuellement élevé, et l'exigence de diplômes avancés comme un master ou un doctorat a créé un écart d'emploi pour les jeunes diplômés, les rendant soit surqualifiés pour certains rôles, soit dépourvus de l'expérience nécessaire pour des postes plus élevés. De plus, les cotisations sociales élevées pour les employeurs, combinées à un salaire minimum relativement élevé et à des réglementations du travail strictes, dissuadent l'embauche, réduisant la flexibilité du marché du travail et entravant un appariement efficace des emplois. En conséquence, malgré l'un des plus grands nombres de diplômés universitaires en Europe, un nombre important de jeunes Français éduqués et qualifiés cherchent des opportunités d'emploi à l'étranger, ce qui a entraîné une augmentation notable de la communauté expatriée française, notamment dans les pays anglophones, comme le Royaume-Uni et l'Australie, où les perspectives d'emploi sont perçues comme plus prometteuses. Cela signifie que des travailleurs hautement qualifiés sont détournés du pays, freinant la croissance économique. Bien que le chômage tende à baisser en France, ces défis économiques soulignent la nécessité de résoudre les problèmes systémiques du marché du travail et de créer un environnement plus propice à la croissance de l'emploi et au développement économique durable. Les faibles niveaux d'emploi posent particulièrement problème à la France en raison de ses larges paiements sociaux, notamment son système de retraite, d'autant plus qu'une grande partie de ces paiements est financée par ceux qui travaillent actuellement et paient des impôts. Dans un monde idéal, les pensions ne seraient pas nécessaires si les individus pouvaient planifier et économiser pour leurs besoins prévus à la retraite. Cependant, ce n'est pas le cas, et ainsi de nombreuses nations doivent les fournir, dont la France, où les systèmes sont essentiellement gérés comme un schéma de Ponzi gouvernemental. Autrement dit, pour maintenir le système et payer les pensions aux personnes ayant atteint l'âge de la retraite, le gouvernement dépend des paiements effectués dans le système par ceux qui travaillent actuellement. À mesure que la population française continue de vieillir et que des travailleurs hautement qualifiés partent pour des emplois ailleurs, cela deviendra de plus en plus problématique. Le gouvernement devra contribuer davantage pour financer les retraites, sauf si l'âge auquel les gens peuvent commencer à réclamer leur pension est augmenté. La réforme des retraites n'est jamais facile, mais dans certains pays, elle semble particulièrement difficile. En 2023, la France a vu de vastes manifestations contre les réformes prévues, en particulier contre l'augmentation de l'âge de la retraite de 62 à 64 ans. La réforme française augmentera également les contributions nécessaires pour une retraite complète, au-delà de ce qui avait été précédemment prévu. Avec environ 14% du PIB, les dépenses totales de retraite en France sont actuellement les 3e plus élevées parmi les pays de l'OCDE, avec une moyenne de l'OCDE d'un peu plus de 7,8%. Comme la France n'a pas de compte financier dédié aux retraites, les revenus futurs des pensions dépendront des contributions du gouvernement. Même en supposant que le gouvernement couvre les dépenses des régimes spéciaux, y compris pour les fonctionnaires, et sous des hypothèses de productivité réalistes, les déficits persisteront pendant au moins les 50 prochaines années. Sans réforme, ces déficits s'accumuleront en un lourd fardeau de la dette publique. De nombreuses options incluent des taxes plus élevées sur les richesses, les dividendes ou les groupes à revenus plus élevés, ainsi qu'une augmentation des contributions, mais le taux de contribution obligatoire est déjà élevé, à presque 28% des revenus au niveau du salaire moyen, contre une moyenne de l'OCDE d'environ 18%. De plus, les dépenses sociales et la fiscalité globale en France restent les plus élevées de l'OCDE. Une population active vieillissante, des dépenses accrues pour les retraites et un chômage relativement élevé signifient que la France continuera à fonctionner avec un déficit budgétaire, les dépenses augmentant et les recettes fiscales diminuant. La France opère avec un déficit fiscal depuis un certain temps, actuellement à environ 4,9%,
ce qui est relativement élevé selon les normes européennes. Atténuer cela a été rendu plus difficile par des événements mondiaux majeurs comme la crise financière de 2008 et la pandémie de Covid-19. Le gouvernement doit augmenter ses dépenses pour des paiements sociaux, comme le soutien au chômage et les provisions sanitaires d'urgence. Le budget proposé reflète un mélange d'économies et de nouvelles dépenses. Les économies prévues sont principalement liées à la réduction progressive des subventions énergétiques évaluées à 15 milliards, 0,5% du PIB, et à l'élimination progressive des mesures de relance liées à la pandémie. En revanche, le budget comprend des dépenses supplémentaires, telles que 7 milliards d'euros pour soutenir la transition écologique et 25 milliards d'euros pour l'indexation des pensions, des prestations sociales et les ajustements des tranches d'imposition sur le revenu. Cependant, la réduction prévue semble principalement liée à la diminution des mesures liées à des événements ponctuels comme la pandémie. Sans mesures d'austérité, la France pourrait continuer à accroître son fardeau de la dette publique, qui approche rapidement les 100% du PIB. Bien que cela ne soit pas absurdement élevé, selon les normes de l'OCDE, cela entraîne toujours des paiements d'intérêts substantiels. Le problème des paiements d'intérêts élevés sur la dette réside dans la diversion de fonds des activités économiques essentielles, telles que les investissements dans les infrastructures ou l'éducation, vers le service des emprunts passés. Il est important de noter que la France n'est pas au bord de l'effondrement et se trouve dans un meilleur état que d'autres économies européennes comme l'Italie ou l'Espagne. Cela dit, résoudre les problèmes de longue date tels que le chômage, les inefficacités du marché du travail et les réformes des retraites sera crucial pour orienter la nation vers une croissance économique durable. La nécessité de stratégies globales pour créer un environnement propice à l'emploi, alléger les déficits fiscaux et garantir la durabilité des retraites est primordiale. La France se trouve à un carrefour où des mesures politiques décisives et des réformes pourraient ouvrir la voie à un avenir résilient et prospère, garantissant sa place continue sur la scène économique mondiale.